Nous allons parler donc du film Nour. Donc nous vous recevons, vous êtes les réalisateurs, on peut dire que vous êtes co-réalisateurs, et peut-être que vous êtes ensemble aussi dans la vie, d'après ce que j'ai compris. On a un peu mélangé le boulot et le privé. Voilà, le plaisir. On a compris parce que vous voyagez ensemble depuis longtemps. Oui. Alors, Shala Zenzirki. Zenzirki, très bien. Voilà, donc là c'est le nom. J'ai réussi le prénom, mais pas la prononciation. Et Guillaume Giovannetti, c'est plus facile. Voilà, donc vous avez réalisé ce film qui, je suppose, est un film qui est à la limite entre le documentaire et la fiction. Parce qu'en même temps, vous avez eu un processus de travail particulier. Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a justement porté vers cette histoire, parce que c'est une histoire que nous on ne connaissait pas. Cette communauté, on ne la connaissait pas non plus au Pakistan, donc vous allez nous en parler. Donc, qui sont les Kurdsas. Kusra. Comme ça. Voilà, c'est bien parce qu'on fait de l'exercice de prononciation. Voilà. Alors, vous allez nous expliquer comment vous avez découvert cette communauté. Alors, à partir du moment où vous mettez les pieds au Pakistan, vous les rencontrez. Même si vous ne voulez pas les rencontrer, ils sont dans la rue, ils sont partout. Et chaque fois que vous assistez à une célébration, comme la naissance d'un enfant dans une famille, ou une fête de mariage, ou une autre fête, vous voyez les Kusra qui participent, mais activement. Donc voilà, on les avait fréquentés, mais on est allé au Pakistan en 2002 pour la première fois, et ils font partie de la culture locale. D'accord, vous ne saviez pas du tout qu'ils existaient avant. C'est en étant sur place que... Disons, on les a rencontrés vraiment et on a fait vraiment la connaissance d'un certain d'entre eux effectivement sur place. C'était un peu dans l'imaginaire du documentaire. Il y a beaucoup de documentaires qui sont faits surtout sur le hijra en Inde, qui est exactement la même chose. Les Pakistanais utilisent le mot kusra, qui vient du mot kusur en arabe, qui veut dire erreur. Donc ils ont transformé un peu le mot, mais le hijra et le kusra c'est la même chose. Et sur les hijra, il y a énormément de documentaires qui ont été déjà faits. Donc on en avait vu, mais on n'avait jamais rencontré, on n'était jamais face à face. Mais au Pakistan, ça fait partie de la normalité du quotidien. Voilà. Alors cette erreur, c'est une erreur sur la différence. C'est justement un homme ou une femme ou des transsexuels. Donc vous allez nous expliquer comment, donc justement, est née cette communauté, parce que c'est quand même important de savoir que cette différence est une différence sexuelle et qui en même temps donc est une tradition. Oui. Après c'est vraiment très compliqué, il faut le considérer qu'avant la partition du Pakistan et de l'Inde en 1947, le sous-continent est un pays en entier, et la communauté des Hijra, c'est quand même ancestral, ça prend ses sources, mais c'est une culture de 2000 ans, mais c'est vraiment très vieux. Et par rapport à la culture indienne, il s'agit d'un dieu qui devait être exécuté le jour même, et aucune femme ne voulait le marier. Voilà. Et il y a donc un Kusra qui s'est manifesté en disant « moi je peux être sa femme ». Et depuis, tous les Kusra du sous-continent sont considérés comme les femmes de ce dieu en question. Donc c'est ancestral, c'est très vieux comme culture. Voilà, c'est vraiment ancré dans la culture locale du sous-continent, Inde ou Pakistan aujourd'hui. Ça fait vraiment partie des mentalités, et leur communauté a des fonctions bien précises, comme venir dire les bons vœux lors des naissances des enfants, pendant les fiançailles, les mariages, donc les événements spéciaux. Ils sont donc invités pour venir apporter la bonne parole, les bons vœux, pour apporter de la chance aux nouveau-nés, aux mariés, etc. Donc ça, c'est vraiment leurs fonctions spécifiques qui font que, effectivement, ils ont leur place d'une certaine façon dans les sociétés du sous-continent. En tout cas, c'est l'expérience que nous, on en a fait. Alors, c'est un film et un sujet qui rentre indirectement dans l'actualité. Parce que c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que nous, en Europe, on avait les castrats, qui étaient les chanteurs. On les castrait justement pour qu'ils puissent chanter autrement. Donc ça faisait quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que le débat d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Après nous, quand on tournait le film, le débat n'était pas de l'actualité, mais aujourd'hui, je pense que ça complète pas mal la discussion. Après, la communauté des Kusra, il faut vraiment savoir que c'est vraiment très vaste. Il n'y a pas que des castrés. C'est une communauté de transgenres, de transsexuels, de travestis,
filles ou des hommes qui ont une famille et des enfants qui se travestissent en femmes juste pour le boulot. Donc c'est très très vaste au Pakistan ce que ça représente un khusra et c'est pourquoi on ne l'a pas vraiment traduit dans le film. Ça reste en termes de khusra. Oui, vous êtes juste arrêté sur... On a gardé le terme technique local effectivement parce que ça englobe vraiment beaucoup de gens, c'est beaucoup de catégories et donc c'était tout simplement impossible de traduire. Au Pakistan, ils sont combien? Ce serait difficile à chiffrer, oui, mais je dirais plusieurs dizaines de milliers. Après, depuis, en fait, aujourd'hui, il y a donc la nouvelle en Inde que les transsexuels ont obtenu d'avoir la mention du troisième genre sur leur carte d'identité. Les Pakistanais, ils l'ont obtenu il y a 5 ans. Donc à partir du moment où ils commencent à s'enregistrer, je pense qu'avoir des statistiques un peu plus stables, mais ce serait difficile. Dans la région de Punjab, il y en a beaucoup, au Sindh aussi, mais en termes de chiffres, on ne s'est jamais intéressé à vraiment savoir. Qu'on fasse les statistiques, mais il y en a quand même pas mal et ils en font partie, donc effectivement plusieurs dizaines de milliers, ça semble crédible. Alors, effectivement. La personne sur qui vous vous arrêtez sur le film, c'est Nour, donc le titre du film. Nour qui est donc quelqu'un qui sort justement de cette communauté et qui est sorti maintenant, on peut le dire, et qui se sert du film. Et en même temps, vous avez construit votre film d'une façon spéciale, c'est que c'est dans la continuité et en même temps, le scénario et ce que vous avez imaginé, vous l'avez écrit en fonction de lui pour le faire réagir par rapport à ça. Alors comment on arrive à faire un scénario de cette sorte, parce que c'est vrai que c'est vraiment particulier, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer finalement. Bien sûr. Alors, comme vous le disiez, ça a une forte touche documentaire, le film, parce que ça vient du fait, effectivement, d'une part qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas des comédiens, qui n'apprennent pas des dialogues, en tout cas sur ce film et sur beaucoup de ceux qu'on a fait avant. Ça vient aussi de notre approche, puisque on fait avoir à la personne qui est en train de jouer, et ça reste de la fiction, qui est en train de jouer dans le film, une expérience très très proche de son personnage dans le film. Voilà, donc en fait on fait des parallèles entre les deux et on met tout en place pour que justement la personne et le personnage vivent quelque chose en commun. Donc ça permet en fait d'avoir un grand réalisme dans le film final. Et alors la communauté des khusra, comme on l'a dit quelques fois, on l'a pas mal fréquenté pendant nos voyages, mais le but premier n'était pas de faire un film sur eux. Nous on a choisi de faire ce film à partir du moment où on a rencontré Nour et dont on a compris qu'il pourrait être le personnage principal de notre film de long métrage. Et à partir de ce moment-là, on a écrit le film en fonction de ce qu'il était, en fonction de ses envies du moment, et on l'a dirigé en fonction de tout ça pour arriver à faire le film. Oui. Après, il faut savoir que c'est notre premier long métrage, mais c'est notre 8e film, et on n'a fait que ça. C'est par rapport aux rencontres qu'on fait dans les pays que nous, on commence à faire des films. Quand on rencontre des gens qui sont là pour nous raconter leur histoire, on prend leur histoire, on écrit un scénario, on arrive à les convaincre à jouer leur propre rôle dans les films. Donc comme on n'a fait que ça, on commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet. Il n'a pas eu envie à un moment donné de changer le nom, le titre du film avec vous? Parce que c'est le nom qu'il a dans la vie aussi. Ah, il faut savoir qu'en fait Nour, il ne s'appelle pas Nour, il s'appelle Mohamed Shefik. Comme la plupart des Pakistanais, Mohamed quelque chose il s'appelle. Et il a choisi en fait le nom Nour comme son nom de scène, qui est au Pakistan un nom d'homme. En Turquie ou dans d'autres pays, ça va être un nom féminin. Mais au Pakistan, c'est un nom masculin, qui est le nom de son père. Il a choisi le nom de son père en tant que son nom de scène, après avoir... être entré dans la communauté des khusra. Donc quand on lui a dit que le film s'appelle Nour, il dit oui d'accord c'est moi. Et on lui a demandé s'il voulait que dans le générique il y a son vrai nom qui soit écrit. Il dit non, je m'appelle Nour. Après voilà, au jour le jour, tout le monde l'appelle Nour, que ce soit quand on l'a un peu vu avec les khusra ou après, c'est vraiment son nom depuis maintenant une dizaine d'années presque. Voilà. Donc du coup ça devient la normalité. Alors ce n'était pas un orphelin, alors comment se fait-il qu'il soit rentré dans cette communauté à l'âge de 15 ans, vous disiez tout à l'heure? Même plus tôt. Donc Nour vient d'une famille très très pauvre. Il était vendu? Non, son père est camionneur, donc il est chauffeur de camion. Et il est mort d'une overdose, il explique ça dans le film aussi. Et après, donc il se retrouve dans une famille où la maman, avec ses 3 fils, ne sait pas comment gagner sa vie. Elle commence à faire un peu le ménage chez les gens. Mais Nour découvre très très petit, quand il avait 3-4 ans, qu'il aimait bien danser et que quand il dansait, on l'applaudissait, on lui donnait de l'argent.
Donc on l'amène pour les mariages, dans d'autres célébrations, pour qu'il danse, et il commence comme ça. Et à 9 ans, il fugue de chez lui. Et il part dans une autre ville qui est juste à 10 km de là où il est né. Et là, il rencontre une communauté de Kusra qui le repère très très vite avec son joli visage, qu'il aime bien danser. Et ils lui disent non, tu viens avec nous, comme ça, tu vas juste ramasser l'argent. Vous voyez dans le film, ils sont en train de jeter de l'argent sur les danseurs. On lui dit, tu vas ramasser l'argent, et c'est comme ça qu'il commence. Et petit à petit, il commence à mettre les costumes de femmes. Après, il faut savoir qu'à partir de 9 ans, jusqu'à le tournage du film, donc 24 ans, Nour a évolué dans cette communauté-là. Donc la communauté était comme une famille pour lui. Celui qui l'a apprivoisé, celui qui l'a nourri, celui qui l'a protégé. Donc la communauté qui s'est occupée de lui, finalement. Et donc vers 13-14 ans, il rencontre une autre communauté de Kusra. Ils sont vraiment en groupe. Et là-dedans, il rencontre Hina, qu'on a vu, qui est d'une beauté extraordinaire, qu'on n'a malheureusement pas pu avoir dans le film parce qu'elle n'était pas dans la même ville, et il tombe amoureux. C'est quelque chose que lui, il a apprécié tout de suite, parce que comme il ne savait pas ce que vous alliez faire, ben voilà, il savait que vous alliez faire un film sur lui, que vous alliez le faire évoluer dans cette histoire, parce que voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas un parcours initiatique pour lui? C'est la question, voilà, que j'avais. Bien sûr, si, ça a été un parcours initiatique. C'est le parcours initiatique du personnage dans le film, c'est aussi celui de Nour pendant le tournage. Lui s'est aussi servi du tournage pour pouvoir mettre un trait définitif sur son passé et quitter de façon définitive cette vie qu'il avait, qui ne lui correspondait plus, pour les raisons qu'on développe dans le film. Donc bien entendu que lui, ça lui a servi. Pour autant, donc on a tourné le film, c'était très dur bien entendu, un tournage c'est toujours très difficile, on était dans des conditions pas possibles, et le fait que pour lui ce soit la première fois qu'il devienne d'un seul coup un personnage principal d'un film de long métrage, c'était pas facile et il s'est bien battu. On a tourné le film et puis on l'a monté, ça a été aussi très long, la post-production a pris plusieurs mois. Et quand on est revenu, la première chose qu'on fait de toute façon, quand on tourne un film de fiction avec des gens dont c'est pas le métier, on a une responsabilité morale, et donc du coup la première chose à faire c'est de montrer le film aux personnes qu'on a filmées. Donc on a repris un avion, on est retourné au Pakistan avec notre petit DVD et il fallait le montrer à Nour et il fallait qu'il l'accepte, parce que s'il l'acceptait pas, on était dans une situation pas simple. Donc on rentre dans cette petite pièce, on prend l'ordinateur, on le met devant l'ordinateur, on joue le DVD, on regarde ses réactions là comme ça pendant 1h30, et quand le générique commence à dérouler, il se lève et il se met à danser. Voilà. Et là on a compris bien entendu que pour lui c'était quelque chose d'important. Il s'assoit, il nous dit bon, par contre il y avait du temps qui était passé, moi j'avais un peu mis tout ça de côté, là vous avez fait ressortir des sentiments très très forts en moi, mais j'ai envie de montrer ça aux gens, j'ai envie de partager mon histoire avec des gens ici au Pakistan, ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde, pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Comment je vais pouvoir me servir de ça pour continuer dans ma vie? Donc c'était vraiment son intention de montrer le film, son expérience de vie, ce qu'il a fait pendant le tournage à un public. Voilà. Donc quand il est venu, on a eu la chance de le faire venir à Cannes, et d'emblée il a pris le micro à l'issue de la projection à la CID de Cannes, et il a dit voilà, ça c'est ma vie, qu'est-ce que vous en pensez? Et là l'échange était très bien, parce que les gens il a désamorcé le rapport de fascination ou de peur qu'il pouvait y avoir avec le public, et l'échange a été très très bien. Donc c'était vraiment lui un des buts pour lesquels il a accepté de participer à l'expérience. Alors tout à l'heure vous parliez justement dans ces communautés, qu'on les couvait, qu'ils étaient protégés, mais pourquoi est-ce qu'on ne leur apprend pas à lire? Ça leur sert à rien, et surtout qu'ils n'arrivent pas à lire ce qu'ils ont signé. Parce que en fait, avec l'opération que nous il a reçue, il a été endetté envers son maître. Il a dû signer un contrat et il doit travailler jusqu'à ce qu'il le paye, et il va jamais pouvoir le payer. Donc s'il commence à lire, il va lire ce contrat. Donc c'est pas vraiment nécessaire de leur apprendre à lire. Et puis le rapport
le rapport à la réalité est très différent. Il s'agit de survivre au jour le jour. Par contre, et en fait, apprendre à un adulte de 15 ans, 20 ans, 25 ans à lire, ça va lui prendre des semaines et des semaines de travail malgré tout. C'est plus comme un enfant de 50, 6 ans à qui vous enseignez, qui emmagasine tout et qui est capable de mémoriser. Et en fait, ce temps qu'ils consacreraient à leur enseigner l'écriture et la lecture, ils le perdent tout simplement en survie. Et ils sont dans un rapport aussi de communauté. Chacun doit apporter le pain pour la communauté, et celui qui n'y participe pas se retrouve exclu. Et celui qui est exclu de la communauté, il n'a plus de moyens de subsistance. Donc il y a aussi ce côté-là, ils sont dans un rapport de nécessité malgré tout. Ils ne roulent pas sur l'or. Il y en a beaucoup qui veulent revendiquer une identité d'homme et qui veulent sortir de la communauté. Est-ce que vous en avez parlé de ça ou pas? On a fréquenté le Pakistan pendant 10 ans et on n'en a vu que 2. Oui, non. Et l'un d'entre eux, c'est Nour, et l'autre, il disait non, c'est trop stressant, je rentre chez moi. Non, Nour est un cas particulier et c'est en ça qu'il nous a intéressés. Parce qu'il permettait de donner les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire, en fait, l'idée du film et l'idée du combat de Nour, c'est un combat pour redevenir ce qu'il avait été, et en particulier pour rentrer dans la norme. Il était dans la norme quand il était enfant, il en est sorti, et là il a envie de redevenir normal d'une certaine façon, et ça pour nous ça revêtait un caractère universel, et c'est ça qui nous a aussi intéressés dans son histoire. Oui, puis en même temps c'est une prise de conscience aussi en grandissant. Exactement. Recherche de son identité, voilà, il a choisi un chemin, ça lui correspondait, ensuite il s'est passé beaucoup de choses qui ne lui correspondaient plus, donc il change à nouveau et il essaie de retrouver le chemin qui lui correspond. Donc voilà, nous ça nous a touchés, on espère que ça pourra toucher le maximum de personnes. Oui, en tout cas le film touche justement par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est rare de voir un film sur un personnage de cet ordre et qui est traité de cette façon-là aussi. Parce que c'est vrai qu'habituellement, les transsexuels ne sont pas traités de cette façon. C'est vrai que souvent, il y a des clichés, même dans des films qui sont des fois parfois revendicatifs, des choses comme ça, que là, vous montrez simplement quelqu'un qui prend conscience de son identité et qui, justement, se cherche et en même temps, je pense, s'est trouvé. On espère bien. Et là, les spectateurs, je pense que vont se retrouver aussi dans ce film, parce que c'est vrai qu'en même temps, vous n'avez pas lésiné sur les paysages, sur le Pakistan vrai, parce que c'est vrai qu'on voit aussi rarement des images comme ça. Donc moi je peux vous féliciter, en même temps je souhaite un beau parcours à ce film-là. Et vous avez un projet au Japon, alors est-ce que ce sera le même type de... Le traitement va être le même. Le traitement va être C'est des non-professionnels qui jouent leur propre rôle. Et donc c'est un film qu'on a tourné au Japon. Ah, vous avez déjà tourné? On l'a déjà tourné, il a commencé sa carrière au Festival de Toronto il y a quelques mois, donc il est en train de tourner. Vous allez enchaîner alors, c'est bien. On espère, voilà, on fait le maximum, mais en tout cas voilà, on a utilisé la même approche au personnage et au lieu. Je pense que dans ce film japonais, les lieux sont encore plus importants que dans Nour. Déjà dans Nour, ils sont importants, mais le cadre, les lieux naturels dans lesquels on a tourné ont vraiment une importance très forte. La forme finale du film est légèrement différente. Simplement, on a tourné dans un autre pays, dans une autre langue. D'ailleurs, il y a encore 2 langues. Une thématique, alors est-ce qu'on pourrait donner une thématique? On aime bien dire que c'est une sorte de documentaire fantastique sur le Japon. Voilà, on se base sur l'industrialisation. Non, on se base sur une histoire populaire, une sorte de légende populaire, un petit peu qu'on a fait dans Nour, mais là qui est un peu plus marqué. Et donc on suit des personnages, en particulier le personnage principal, qui confond sa propre vie avec celle de la légende. Et donc du coup on a un film qui part dans des envolées. C'est fantastique sans utiliser des super effets. Voilà. Et avec des noms professionnels. C'est bien, c'est une continuité, parce que c'est vrai que là il y avait un côté aussi conte, donc où on partait rêver, on imaginait d'autres vies, et là vous nous faites découvrir d'autres pays et d'autres cultures. C'est bien, c'est un enrichissement. Vous êtes turc, c'est ça? Et vous êtes d'origine italienne ou français? D'origine italienne et française. Voilà. Donc c'est vrai qu'en même temps, avec le Pakistan et le Japon, vous êtes des réalisateurs internationaux.
Un petit peu, voilà. Disons qu'on aime bien s'enrichir, voilà, au contact d'autres personnes, et puis surtout on aime bien rendre ce qu'on a gagné. Voilà. Et on utilise le médium du cinéma parce qu'on aime bien ça. Après, il y a nos amis japonais qui ont, vous voyez, il y a des tampons japonais, ils le mettent un peu partout. Ils nous ont fait un tampon juste pour nous, et c'est écrit étranger professionnel dessus. Donc j'aime bien la définition. Ah bah oui. Voilà. Cinéaste et étranger professionnel. Étranger professionnel. Merci tous les deux. Merci. Donc pour ce film. Merci. Merci beaucoup. Merci.